Varap, une entreprise bientôt trentenaire de l'économie sociale et solidaire basée à Aubagne. Et de plus, Laurent Laïc a été élu président du Comité national des entreprises d'insertion, qui regroupe plus de 600 membres. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Merci de votre accueil, merci à toutes et à tous, merci Claire et merci Geoffroy de votre invitation. C'est un troisième regard qu'on va porter sur un objet identique et ce même objet qui est quelque part l'écologie totale, complète, etc. Mais pour un entrepreneur, si vous voulez, la question, on la traite un peu différemment. Quand un entrepreneur entreprend toujours sur des problèmes, alors vous allez me dire, avec ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, puis la cinquième vague, on est servi, c'est le paradis de l'entrepreneur. On essaye systématiquement de trouver des solutions à une problématique donnée ou à quelque chose qui va nous révolter. Moi, en l'occurrence, quand j'ai repris l'entreprise Lavarap, j'étais ingénieur de formation, je travaillais dans l'industrie et dans cette industrie-là, j'étais amené à industrialiser les chaînes de production et donc à laisser sur le bas coopté des personnes qui avaient des compétences, notamment des gens qui étaient menuisiers, ben, on les remplaçait par des chaînes de production. Et très tôt, je me suis rendu compte que finalement, c'était un non-sens, une aberration que de dire d'un côté, on veut chercher une performance et de l'autre côté, on met sur le bas-côté des gens qui ont déjà des compétences et qui étaient complètement insérés. Et donc, l'idée est venue d'entreprendre dans ce secteur-là par cette double difficulté. Et donc, la première, quand on est entrepreneur, c'est vouloir faire des choses avec des personnes, aimer le risque, prendre des risques, et puis accepter de vivre dans un monde où on doit s'adapter en permanence. Et quand on dit que je suis un entrepreneur social, alors déjà, entrepreneur, c'est pas simple, entrepreneur social, ça devient encore plus compliqué, c'est de dire qu'on va mettre la préoccupation humaine au centre de notre entrepreneuriat. Alors, de façon très concrète, euh, moi, mon discours va pas être très long, mais en gros, nous, dans la première approche, on s'est dit, il faut dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie et qu'est-ce qu'on veut faire au travers de notre entreprise. Ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être. Bon, je pourrais dire aussi qu'avant d'avoir une raison d'être, il faut être. Donc, il faut avoir un objet économique, parce que sinon, on reste très hors sol. Et donc, notre raison d'être à nous, on l'exprime comme ça aujourd'hui, mais elle n'a pas vraiment bougé depuis les 30 dernières années. C'est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc, pas faire de déterminisme en disant, toi, tu dois travailler parce que sans un travail, tu n'existes pas, etc., etc. Bon, dis-moi ce que tu veux faire de ta vie. Regardons ensemble comment on peut te permettre de le faire. Si tu n'as pas d'envie particulière, ben, essayons de trouver des moyens pour t'amener à avoir ces envies-là. Et puis après, on est plus un accompagnateur sur ces parcours-là plutôt qu'un quelqu'un qui va faire du déterminisme en disant, moi, qui suis plutôt inséré, etc., je sais ce qui est bon pour les pauvres. L'expression pauvre est souvent galvaudée, mais la façon dont vous l'avez présenté me va bien. Hein. C'est-à-dire, on sait bien que dans cette vie, l'égalité n'est pas forcément la règle. Et donc, à partir de cette raison d'être, moi, ce qui me semble, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, il ne faut pas que cette raison d'être, elle change toutes les 5 minutes en fonction de tel et tel événement de la vie quotidienne, tel et tel gouvernement, telle et telle problématique. Il faut avoir de la logique et suivre cette logique-là. Et donc, la notion du temps, elle est essentielle. Quand on pose la question, souvent, mais dans le monde économique, on ne se rend pas compte, on ne fait pas les choses, ça ne percole pas, c'est tout ce qu'on vient de dire autour de la table. Ben, pour une raison simple, hein, c'est que dans le monde économique, la seule chose qui vaille, c'est le temps court. Il y a de moins en moins d'entreprises qui prévoient l'avenir sur des dizaines et dizaines d'années. En tout cas, leur évaluation à très court terme est la règle. Et donc, quand on est dans le très court terme, ce n'est pas favorable pour prendre toutes les bonnes décisions, ou en tout cas de se donner le temps pour qu'elles délivrent les résultats et l'impact nécessaires. Et donc, à partir de cette raison d'être identifiée, nous, on a dit, bon, c'est quoi nos deux convictions? Première conviction, c'était que nul n'est a priori inemployable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on ne va pas arriver avec tout le monde, qu'il y a des gens qui ne vont pas y arriver, mais on ne peut pas le décréter a priori. Et donc, comme on ne peut pas le décréter a priori, il faut essayer sans cesse et recommencer sans cesse avec tout le monde. Et donc, accepter aussi que l'échec est inhérent à nos métiers. Là aussi, hein, dans le monde de l'entreprise, l'échec, c'est banni, on n'en parle jamais, sauf que l'échec, c'est apprendre. Voilà, la meilleure preuve, c'est que si on prend que des numéros 1 dans notre boîte, la somme des numéros 1, c'est pas synonyme à entreprise égale numéro 1. Le collectif est plus complexe à délivrer et à faire avancer. Et donc, première conviction, c'est celle-ci. Et donc, à partir de là, dans une entreprise, c'est quel principe managériaux je mets pour que, effectivement, cette conviction qu'on va afficher ben, puisse être une réalité. Deuxième conviction, c'est que l'entreprise, dans toutes ses formes,
est probablement le meilleur moyen pour intégrer dans la vie des personnes qui ont été éloignées. Et je le dis maintenant, donc ça c'est notre deuxième conviction, mais si je la pousse un peu, c'est aussi, à mon avis, le meilleur moyen pour permettre de la progression sociale, permettre aux gens de se réaliser, permettre à un moment donné que l'ascenseur social fonctionne, ce qui est de moins en moins aussi le cas dans un certain nombre d'entreprises. Et à partir de ces deux convictions et de cette raison d'être, on a développé un groupe. Alors aujourd'hui, le groupe, il est présent dans toutes les régions françaises. Il s'appuie sur 4 domaines d'expertise. Un premier domaine d'expertise qui s'appelle l'environnement. Donc là, on va développer des prestations de services dans le secteur du déchet, notamment la revalorisation, mais aussi de l'eau, des espaces verts et du nettoyage. On a un deuxième pôle d'activité qui est de l'éco-construction. Donc quand on dit éco-construction, nous, on pense économie circulaire et on rachète des containers maritimes dernier voyage qu'on va complètement isoler, transformer, assembler pour les rendre efficaces énergétiquement parlant, pour pouvoir faire vivre des personnes dedans. Et on propose ces équipements à la vente ou à la location pour des clients publics ou privés, c'est très particulier. Troisième pôle d'activité, domaine d'expertise, c'est l'emploi et c'est ce qu'on appelle nous ressources et compétences, c'est-à-dire comment je me comporte comme un service RH externalisé pour des PME. Et donc, on va développer des prestations de sourcing, des prestations de montée en compétences, de placement emploi. Donc, c'est à base d'entreprises de travail temporaire, mais aussi d'entreprises de formation. Donc, la formation est très importante là-dedans, au titre de la progression. Et enfin, un dernier pôle d'activité qui est un pôle d'activité qui est la santé, et où on fait un peu la même chose que le pôle précédent, mais spécialisé dans les métiers de la santé. En l'occurrence, aujourd'hui, ça a été pour nous un très fort développement dans les mois précédents, et je crains que ça va continuer quelques temps encore. Et donc, à partir de ces 4 pôles d'activité, on a eu une approche très simple et qui est, en fait, quand on parle d'inclusion, de social, de transition écologique, arrêtons d'essayer d'imaginer qu'il y a plusieurs mondes économiques et que donc, alors moi, on me met dans la case ESS, économie sociale et solidaire. Bon, au bout de 30 ans, je n'ai pas tout compris sur le sujet. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un monde économique et que dans ce monde économique, il y a plusieurs façons d'interagir, plusieurs façons de créer de la richesse, si on y arrive, et puis après de l'utiliser. Mais c'est ça qui va différencier les acteurs. Et dans cette logique-là, nous, on dit, finalement, il faut qu'on passe de la marge à la norme. Et c'est un des sujets d'actualité, c'est que nos entreprises dites de l'ESS, dites d'insertion, etc., d'inclusion, tous ces termes, c'est des termes un peu à la mode aujourd'hui, ça ne doit plus être pointé en disant, tiens, il y en a un dans ton coin qui a fait 2-3 trucs, pas toujours reproductibles, bon, il a un beau parcours, puis après, à force de parler, on y croit, notre parcours, etc. Non, ça devient le cas général. Moi, je serais heureux quand on n'en parlera plus. Et on a des chances d'espérer aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a tout un mouvement au travers de ce qu'on appelle l'inclusion. Aujourd'hui, tout doit être inclusif, comme à l'époque, tout devait être bio-ouvert. Et ça devient une lame de fond où la population s'empare de ces termes et de ces besoins. Et donc, le comportement est en train d'évoluer radicalement. Et du coup, on voit que des entreprises, ou des grandes entreprises, mais aussi des PME, s'inscrivent pleinement dans cette transition. Et donc, j'en veux pour preuve que dans notre modèle de développement, nous, on a 3 grands critères. D'abord, c'est du développement avec de la croissance. Je parlerai de la gouvernance, mais la croissance de nos activités, elle est inhérente à nos métiers, mais elle est aussi inhérente à nos organisations. Une entreprise qui ne se développe pas est une entreprise qui, pour moi en tout cas, est une entreprise qui ne va pas bien. Donc, ce développement, il se fait sur la base du développement de nos équipes. On fait aussi un deuxième modèle qui est le rachat d'entreprises, qu'on transforme en entreprise sociale d'ailleurs. Donc, finalement, quand on a une vision de là où on veut aller, on peut récupérer des activités, des équipes, et puis les embarquer avec nous dans un projet qui va être plus inclusif, plus dans la transition écologique, etc. Et puis le troisième modèle qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est le montage des fameuses joint ventures, des co-entreprises sociales. Et on le fait soit avec des grands groupes, soit avec des entreprises PME. Et c'est intéressant parce que ça, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait, grâce d'ailleurs à un des investisseurs qui est dans la salle, Olivier Deguerre de Fitrust, qui nous a présenté le Schneider Electric, et on a monté en 2010, je crois, la co-entreprise qui transforme les containers, et où Schneider Electric était intéressé de monter au capital dans la boîte avec nous pour rendre visibles ces technologies de transition écologique. Puisqu'en fait, Schneider Electric, c'est souvent dans les tableaux électriques et les boîtes, ça ne se voit pas souvent, ce n'est pas très communicant. Et donc, au travers de ça, ils nous ont beaucoup aidé à faire en sorte que
notre projet container puisse être de plus en plus visible et puisse utiliser des technologies les plus avancées pour rendre ces équipements efficaces. Enfin, en tout cas, ces boîtes de containers efficaces. C'est un premier exemple. Et ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous. Et ça fait 10 ans qu'on n'a pas versé de dividendes. Et ça fait 10 ans où on leur dit tous les ans, bon, les gars, quand vous voulez sortir, vous nous dites. Et ne nous dites pas au dernier moment qu'on puisse s'organiser. Il dit, Laurent, on continue. Autre exemple, c'est l'exemple qu'on a avec le groupe Vinci, par exemple. Ça, c'est une co-entreprise qu'on a démarrée en plein Covid, février 2020. Vous voyez, pour un entrepreneur, les pandémies, c'est génial. On a créé une boîte pour faire l'entretien et de la sensibilisation sur l'ensemble des aires d'autoroute du parc Vinci en France. Et le modèle, alors bon, c'est beaucoup de nettoyage, hein, c'est pas un métier très sexy, y compris pour des personnes pauvres. Hein, faut pas, les pauvres, bon, voilà. Et quand on monte cette entreprise, on se dit, pas avec le patron de Vinci, qui était convaincu, avec des équipes opérationnelles. On dit, ce qu'on fait ensemble, il faut que ce soit mieux que ce qu'on fait séparément. Et donc, on a commencé à travailler, ils nous ont aidés pour obtenir les marchés, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réinventer le métier du nettoyage. Pourquoi faire nettoyer des aires d'autoroute ou des bureaux, parce qu'il y a aussi des bureaux, quand les gens qui travaillent dans ces bureaux, quand ils sont sur les aires d'autoroute, ne sont pas là. Donc, comment on crée du temps plein de travail au travers des métiers de nettoyage et pendant le temps de travail des autres, par exemple, voilà, ça c'est un. Parce que sinon, c'était des femmes qui devaient travailler de 5 heures du matin à 8 heures et éventuellement le soir, et en général plutôt le samedi, le dimanche. Hein, au moins, personne ne voit, on est peinard, c'est bien. Et là, on voit qu'on devient impactant, y compris d'un point de vue économique. Voilà. De dire, ben non, on va les faire travailler. Ouais, ben dans vos bureaux, c'est embêtant une femme de ménage quand elle passe l'aspirateur. 2 minutes grand maximum. Donc, vous allez fumer une clope, boire un café, ça gêne personne. Voilà. Et on travaille sur ce modèle-là. Et là, on va même plus loin. Alors là, on va voir le patron de Vinci. On dit à Xavier Huard, on lui dit, écoute, vu la boîte que tu as, moi j'ai 50 bonhommes qui travaillent sur le terrain. Est-ce que tu n'es pas capable, toi, Xavier Huard, de faire une petite vidéo en disant que tu promets un CDI à tous, dès lors que les choses sont bien sûr en phase, mais que la question de la sécurisation du travail dans un monde instable n'est plus une question pour ces personnes. Et nous, du coup, entrepreneurs sociaux, on va travailler avec les personnes en disant, attends, tu as un CDI, c'est le grand patron qui te l'a dit. Tu fais un travail où on te donne des heures de travail, ce n'est pas des bouts, ce n'est pas du temps partiel, mais c'est du temps plein. Globalement, tu arrives à se faire un salaire de 2 000 euros brut. Tu as 25 ans. La vie est à toi. Comment tu la nourris, etc. Et ça nous permet de travailler différemment avec les personnes au travers de ces modèles de co-entreprise. Ça, c'est assez nouveau. On le fait avec quelques grandes entreprises. On le fait aussi aujourd'hui avec des PME. Une PME dans le travail temporaire qui se trouve à Nice. Quand je dis PME, c'est 10 millions d'euros. Ce n'est pas une boîte énorme. Hein. Elle vient nous voir. Elle nous dit, voilà, je fais travailler un certain nombre d'handicapés au travers de mon entreprise de travail temporaire. Toi, ton métier, c'est le social, l'inclusion. Et si on montait une co-entreprise pour se spécialiser là-dedans et pas le faire à la marge, le faire à la norme. C'est-à-dire que le métier de cette entreprise, c'est uniquement des personnes en situation de handicap, relevant de problématiques d'exclusion aussi, parce qu'il y a des handicapés qui ne sont pas exclus, hein, heureusement. Et donc, on travaille sur ces dimensions-là, sur ces co-entreprises. Et donc, ça, c'est pour moi le côté positif. Mais un entrepreneur, il va toujours attraper les choses de façon positive sur ces questions-là, parce que sinon, il n'entreprend pas, mais qui nous fait dire qu'on est dans des changements, dans une transition aussi de pensée, et que la population aujourd'hui est en attente d'autres choses, et que donc ça fait bouger un peu toutes les lignes. Deuxième volet de ce que je voulais dire là, c'est que on a une chance extraordinaire aussi parce que alors on dit transition écologique et transition sociale doivent être intimement liées. C'est une conviction, c'est une évidence. Sauf qu'au titre des fédérations, il a fallu quand même qu'on pose des amendements pour que la loi sur la transition écologique intègre la transition sociale aussi et que les deux soient intimement liés. Donc, ce n'est pas si évident pour le politique. Parce que le politique, il aime bien saucissonner. Non, mais attends, là, je parle d'écologie, ouais. Bon, et alors, tu vas parler des hommes et des femmes quand? Pour le RSA. Oui, mais ça ne suffit pas, le RSA. Voilà. Et donc, on est arrivé quand même à faire ça. Mais pourquoi c'est extraordinaire? Parce que la transition écologique accélère la mutation technique des métiers. Et donc, la compétence technique qu'on gardait 40 ans, il y a quelques années, enfin en 1970, aujourd'hui, une compétence technique, elle vit entre 18 et 24 mois. Et donc, si la compétence technique dure si peu de temps, ça veut dire quoi? Un, formation professionnelle continue. Deux, ça laisse la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'éducation et qui n'ont pas réussi leurs études, les fameux décrocheurs, de pouvoir exercer dans une vie professionnelle à partir des soft skills, à partir des compétences douces, à partir du capital humain.
Et ça devient aussi un métier de l'entrepreneur social qui est de dire comment je détecte tes compétences douces, celles qui ne sont pas visibles, celles qui t'ont été transmises par ton histoire, etc., et qui vont être un atout pour l'entreprise qui aujourd'hui n'arrive plus à recruter, n'arrive plus à intégrer des personnes. Et donc, on voit que cette transition écologique, même si elle est intimement liée à la transition numérique, qui exclut par définition aussi, elle est quand même une chance pour des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études et du coup qui les projettent dans des projets entre guillemets extraordinaires. Je prends l'exemple des containers. Nos containers, alors, le métal, ça a une inertie égale à zéro, hein, donc c'est pas fait pour faire vivre des gens au départ. Ça fait beaucoup de R&D pour prouver que nos containers étaient aussi efficaces qu'un bâtiment traditionnel. Une fois qu'on est arrivé à faire ça, aujourd'hui, on fabrique 6 studios par semaine qui sortent de notre petite usine. Donc, ça veut dire que vous passez le vendredi une commande d'un studio, vous pouvez venir le récupérer le vendredi suivant, au prix d'une Clio électrique, non, même pas d'une Clio, puisque c'est 15 000 euros. Et donc là, on change complètement la façon de penser le logement. Donc, c'est circulaire en ce sens-là. Mais en plus, on permet à des personnes qui n'avaient pas de compétences, parce que les gens qui font ce travail-là, comme les métiers sont séquencés, décomposés par tâches simples, il suffit qu'ils sachent tenir une visseuse, dévisseuse, par exemple. Et donc, les personnes arrivent à se réaliser au travers de ce projet-là. Et quand elles voient ce qu'elles ont fait, et quand vous avez le patron des FH qui vient, local, qui dit « mais attends, tu vas plus vite que moi, tu es en concurrence sur le logement d'urgence par rapport à ce que je fais », ben, le regard des personnes, le regard de la société sur nous, personnes en insertion, mais le regard de ces personnes sur elles-mêmes change, et elles changent même physiquement. Et ça, c'est très intéressant aussi à voir, c'est que là où on pensait que les choses étaient impossibles et qu'on ne pouvait pas être efficace avec des personnes qui étaient réputées ne pas l'être, ben on arrive progressivement à le faire. Et quand ça fonctionne, ben ça met une impulsion dans le collectif qui est absolument hallucinante et où on arrive à faire des choses incroyables. Troisième volet, c'est, parce que ça c'est super important, c'est la gouvernance. Tout ce que je dis ne peut marcher que dès lors qu'on a une gouvernance en haut de l'entreprise qui est stable et qu'on a embarqué sur un projet de long terme. Alors bon, quand je parle, je suis obligé de regarder Olivier, mais Olivier, c'est un des premiers investisseurs qui est venu dans notre capital en 2008. C'est ça, 2008. Et bon, il faut valoriser les entreprises. Ben, en gros, ça se finit sur un bout de table en disant tu as besoin de combien. Et puis la valeur de l'entreprise, c'est la valeur de besoin financier que j'avais. Donc il n'y avait rien de financier au départ. Et ce qu'on savait avec Olivier, c'était qu'on était embarqué sur une histoire longue où l'histoire qu'on racontait, il fallait la délivrer, mais que l'évaluation de l'entreprise ne pouvait marcher que sur un triptyque. Certes, l'évaluation financière, économique, de rentabilité, enfin, on ne peut pas se permettre pendant 10 ans de ne faire que perdre de l'argent, et deux, de définir des indicateurs d'impact sociaux forts, et qui n'est pas uniquement notre capacité d'insérer dans la vie active, mais ça touche aussi l'accès à la culture, l'accès aux vacances, la formation tout au long de la vie, enfin, rendre les gens autonomes, quoi. En gros, permettre à chacun de se réaliser, et aussi des indicateurs qui n'étaient pas présents au départ chez nous, parce qu'on était très axé social, mais qui le deviennent de plus en plus, qui sont les indicateurs de transition écologique. Exemple avec les containers, on fait partie des entreprises qui fabriquent du logement sans produire de déchets, ou en produisant 4 fois moins que le secteur du bâtiment traditionnel. Bon, voilà. Et donc, parce qu'on est arrivé à mettre ces 3 indicateurs environnementaux, sociaux et économiques quasiment au même plan, quasiment, là encore, hein, si on fait que perdre des sous, ça serait tout le monde, mais quasiment au même niveau, on peut embarquer nos partenaires financiers, il y en a un certain nombre au capital de l'entreprise, sur de la durée. Ça impose aussi qu'on laisse une place aussi dans les décisions à ces partenaires financiers. Donc, on crée des conseils de surveillance, on produit toute une organisation juridique, financière qui soit compatible avec le fonctionnement d'un fonds, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on embarque ces financiers pour venir nous accompagner, y compris dans le travail du quotidien, puisque le réseau des fonds financiers fait que quand on a besoin de quelqu'un de spécialiste sur un secteur, on va y arriver, on va trouver quelqu'un qui va venir, qui va s'impliquer avec nous, qui va partager notre projet social, etc. etc. Et donc, c'est ce triptyque, vision un peu humaniste et économique et environnementale de l'entreprise, et qui, elle, ne bouge pas. Deuxièmement, pragmatisme de développement économique. Nos joint ventures, implémenter la chaîne de valeur pour qu'on puisse générer. Nous, on n'a pas de marché en sous-traitance, par exemple. On prend les marchés en direct. Parce que quand on est en sous-traitant, ça ne génère pas la marge de manœuvre nécessaire pour financer le social, tout simplement.
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un impact sur la commande publique. La commande publique ne peut pas exclusivement acheter le moins cher tout le temps. Bon, enfin, voilà, c'est implémenter la chaîne de valeur. Et le troisième volet, ce que je disais, cette notion de gouvernance ouverte et partagée, et où on embarque nos partenaires financiers dans la durée. Ce que je remarque, moi, en tant qu'entrepreneur, nos financiers, quand ils ne veulent pas sortir du capital, pourquoi ils ne veulent pas sortir? Ils ne veulent pas sortir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'on raconte une histoire avec une croissance et donc on multiplie notre impact. Et donc, cette histoire qu'on est capable de réaliser, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nos fonds qui sont des fonds à impact. Deuxièmement, on produit une valeur de l'entreprise, on la cote, on la fait valoriser tous les ans. Et ça, c'est important, c'est un coût, c'est pénible, mais parce que ça montre que en 2008, la valeur d'entreprise, c'était 1 euro l'action, aujourd'hui, c'est 7,18 €. Donc, ça veut dire que quelque part, le fonds s'y retrouve dans le sens où la valeur augmente. Et du fait que la valeur augmente et du fait qu'il y a une certaine liquidité dans le capital, ça fait qu'on est un peu moins arc-bouté sur à tout prix avoir du dividende tous les ans, etc. Bon, en l'occurrence, nous, on n'en a jamais versé. Ce n'est pas un gros mot pour nous. Hein. Ça viendra tôt ou tard, parce qu'une fois que l'entreprise aura pris son cap, il faut bien que quelqu'un qui apporte de l'argent, et nous, on a levé beaucoup de fonds, retrouve la rémunération, une rémunération patiente et acceptable de son capital. Et c'est en ce sens-là que nous, on est en train de travailler sur ces questions-là. Donc, pour finir, on est dans un monde extraordinaire. Il faut qu'on change. Le logiciel a changé. L'ancien est désuet. Il faut inventer ce nouveau logiciel. Donc, arrêtons de réfléchir avec les modèles d'avant. Et puis, il faut qu'on arrive, c'est à ce prix-là qu'on arrivera à passer de la marge à la norme. Et c'est un des enjeux majeurs de la société. C'est possible. Il y a plein d'entreprises. On n'est pas plus exceptionnel que ça. Il y a 1400 entreprises d'insertion en France. Ça représente un chiffre d'affaires consolidé d'1,5 milliard. Nous, pour notre part, cette année, on fait 65 millions d'euros. Donc, on voit que voilà, ces modèles commencent à se développer. Il faut les aider. Et il ne faut pas les prendre antinomiques avec ce que font les entreprises aujourd'hui. On voit bien que beaucoup d'entreprises développent des stratégies qui sont pas uniquement de communication ou de marketing, mais qui sont des changements profonds, des mutations profondes de leur organisation. Maintenant, nous, on est là pour les accompagner et travailler avec eux. Et voilà. Et enfin, on peut penser global, mais on agira toujours local sur le terrain. Les grandes évolutions, enfin ça c'est un avis très personnel, ça se fera sur les territoires. Le monde, on est présent dans des régions très métropolitaines, Marseille, Paris, mais aussi rurales, Bourgogne et ultramarins, Mayotte. Et donc la réalité, c'est la même boîte, hein, mais la réalité d'intervention sur les territoires, elle est complètement différente parce que dans la ruralité, vous avez le problème du déplacement. Vous n'avez pas Paris, quoi. Voilà. Donc, ou pas dans ces formes-là en tout cas. Et donc, c'est le local qui va guider aussi cette transition. Merci. J'avance un petit peu parce que je voudrais quand même laisser un peu de temps pour les questions de la salle. Donc là, nous avons eu, je ne vais pas vous poser une question spécifique parce que le temps avance un petit peu. On va passer la parole à la salle. Donc nous avons eu un éclairage sur la connaissance des enjeux environnementaux et des avancées dans ce domaine. Nous avons eu un éclairage du message chrétien sur ce sujet-là. Et puis, à l'instant, un chef d'entreprise qui concilie l'économique, le social et l'environnemental. Donc, voilà, je pense que maintenant, il faut que la salle, à présent ou en présence ou à distance, prenne la parole. Donc, alors, vous pouvez utiliser le chat si vous êtes loin, mais vous pouvez aussi vous exprimer. Donc, utiliser la main qu'on peut lever dans Zoom. Voilà, il y a déjà une question. Est-ce qu'il est branché? Non. Alors, donne-en un autre. Si, il faut se rapprocher. Donc, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Les pauvres Français à qui on a expliqué qu'il fallait qu'ils habitent loin et qu'ils pouvaient prendre la voiture. Et puis, le gouvernement va augmenter les taxes sur les carburants. Qui va payer la transition si on ne fait pas payer sur la base du carbone? Et puis, alors, deuxièmement,
les pays occidentaux ont produit énormément de charbon d'abord. Il y a eu la révolution industrielle du charbon, puis du pétrole. Et maintenant, on peut penser qu'ils indiquent aux pays moins développés qu'eux en disant bah, on a eu notre quota et vous, on vous interdit d'avoir votre quota parce que bah, nous, pays occidentaux, on a mis beaucoup de carbone et puis c'est fini. Maintenant, le tour est passé. Ça, alors, résultat, 2 pays la semaine dernière ont pris la parole en Afrique en disant il s'agit de l'Angola et Nigeria, qui sont les 2 plus grands pays africains de pétrole, en disant bah, attendez, vous n'avez pas, vous occidentaux, vous n'avez pas droit de nous interdire de produire du pétrole parce que c'est notre développement, on n'a pas autre chose à vous pour se développer. Voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième question sur cette relation entre le monde développé et le monde en développement, entre les pays riches et les pays pauvres, pour parler simplement. En fait, à l'origine de la Convention des Nations Unies sur le climat, cette question a été bien posée. C'est ce qu'on appelle la question de la responsabilité commune mais différenciée. En gros, les pays riches ont la responsabilité d'avoir fait l'essentiel de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, c'est à eux, d'une certaine façon, de faire la place. Enfin, pendant longtemps, on a raisonné comme ça. C'était à eux de faire la place, finalement, aux émissions des pays pauvres. Maintenant, on a changé d'économie avec l'accord de Paris. Je vais dire pourquoi juste après. En considérant de régime de négociation climatique, en considérant que tout le monde devait dire ce qu'il était capable de faire, et y compris les pays en développement. Donc, c'est un point très important. Et ce qui a fait aussi basculer les choses, c'est la position de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est devenue, entre-temps, le premier émetteur mondial, mais y compris en termes de stock, pas seulement de flux annuels. C'est-à-dire que le stock des émissions chinoises, maintenant, il est en train de rattraper le stock des émissions européennes, vous voyez, et même en émissions par tête de pipe. Donc, voilà. Alors, ça a fait changer les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les pays pauvres, ils émettent finalement très peu. Aujourd'hui, ils émettent très peu. En revanche, ils sont les principales victimes. Ce qu'ils ont en revanche compris, ce qui est nouveau, ce qui s'est joué notamment en 2015, en même temps que l'accord de Paris, avec les objectifs de développement durable, etc., c'est qu'ils ont compris, beaucoup d'entre eux, notamment en Afrique, que la transition était pour eux aussi une chance et qu'ils pouvaient faire ce qu'on appelle le saut de grenouille, le leapfrog dans le jargon international, c'est-à-dire passer tout de suite à une économie verte beaucoup moins émettrice, etc. Et que d'une certaine façon, le fait qu'il n'ait pas encore développé une économie industrielle, des grands réseaux coûteux, etc., leur donnait une chance. L'exemple des télécoms, par exemple, a été, de ce point de vue-là, très inspirant, si vous voulez. Donc aujourd'hui, alors pendant longtemps, le discours, c'était votre économie verte, c'est la dernière ruse de l'impérialisme, en gros, et de la domination de l'Ouest. Maintenant, ils comprennent que c'est aussi leur chance. La question se pose pour les pays exportateurs de pétrole, les exportateurs de fossiles, consommateurs d'énergie fossile, charbon essentiellement, et exportateurs de pétrole, qui effectivement voient mal la fin de leurs exportations, ou le renoncement à cette recette. Bon, il faut tenir compte du fait aussi, là je vais être un peu brutal si vous voulez, du fait que ces pays n'ont pas toujours fait preuve, là, ils n'en sont pas les seuls responsables, mais d'une très grande responsabilité dans l'utilisation de leurs recettes pétrolières. Vous voyez, bah oui, parce que si vous voulez, le problème c'est que si l'après-pétrole est annoncé, bah, il faut provisionner maintenant les recettes du pétrole, comme le fait par exemple un pays comme la Norvège, qui est probablement un exemple unique d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, qui a considéré qu'il avait un trésor qui était plus gros que lui et qu'il fallait provisionner pour l'avenir, etc. Donc, les Norvégiens ne sont pas parfaits, ils font des choses pas terribles dans l'Arctique, mais sur ce plan-là, ils ont quand même donné une sacrée leçon. Donc, il y a aussi ça, si vous voulez, et le fait que ces pays doivent préparer leur propre transition de l'après-pétrole. Ils commencent à en prendre conscience. Maintenant, il faut avoir en tête qu'ils sont actionnés. Quand vous parlez de l'Angola et du Nigeria, ils sont très largement actionnés par les pays du Golfe, qui jouent un rôle terriblement toxique dans cette affaire, qui, eux, ont tout à fait largement les moyens, parce qu'à la différence du Nigeria et de l'Angola, ils n'ont pas une population très très nombreuse à nourrir et dont il faut prendre soin, ils ont largement les moyens de provisionner leur après-pétrole.
Ils le font d'ailleurs dans une certaine mesure, mais ils ont bien l'intention d'être ceux qui tireront les dernières gouttes des puits, etc. Et ils ont un rôle de freinage, en fait, dans la transition. Donc voilà, vous dire que les rapports nord-sud sont effectivement difficiles, que ça veut dire notamment qu'il faut être beaucoup plus attentif. D'abord, il faut distinguer dans le sud entre les différentes catégories de pays. Il y a les pays les moins avancés qui n'ont pas les moyens d'assurer leur développement tout seul et qui dépendent fondamentalement et pratiquement exclusivement des transferts de capitaux pour se développer, et ça, c'est pas en train de changer, mais ça, c'est vraiment ce groupe-là, les pays les plus pauvres, et c'est souvent aussi les plus vulnérables, et puis les pays en développement ou émergents, où les modèles de développement doivent changer pour devenir beaucoup plus endogènes, parce que ce développement ne se fera pas exclusivement avec des transferts, et qui doit lui aussi préparer l'après-pétrole. Donc, c'est une diplomatie assez compliquée. C'est vrai que les pays du Nord ont comme responsabilité notamment de rendre effectifs les transferts de capitaux du Nord vers le Sud. Ce n'est pas seulement les fonds publics d'ailleurs, c'est aussi les fonds privés, d'investir de façon efficace dans ces pays dans le sens de la transition énergétique, ce qu'ils ne font pas toujours, d'arrêter de piller leurs ressources naturelles, comme le font d'ailleurs à la fois les Occidentaux et les Chinois, de plus en plus en Afrique. Donc, et là, parmi les coalitions qui sont en train de se monter, il y a notamment des coalitions contre la déforestation qui vont tout à fait dans ce sens-là. Donc, c'est un jeu compliqué, un jeu diplomatique compliqué qui est souvent faussé par des manœuvres souterraines des uns ou des autres, et notamment des pays du Golfe. Je pense que ça se différencie plus que ça n'en donne l'impression, si vous voulez. Hein, il ne faut pas tout traiter de la même façon. Ce n'est pas pareil le cas de l'Angola et le cas du Burkina Faso, etc. Sur votre première question, qui va payer? Moi, je pense qu'on va tous payer, mais c'est évident. Enfin, comment dire? C'est évident que si on veut que la transition soit juste, il faut redistribuer beaucoup. Je remonte d'un cran sur la question. Vous avez parlé très bien, de façon très intéressante de votre action, de votre expérience sur les questions d'inclusion et donc indirectement de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la pauvreté, etc. Il y a un autre sujet qui me semble tout aussi important que la lutte contre la pauvreté et contre l'inclusion. Je vais revenir à votre question. Hein. C'est la question des inégalités. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est un peu différent de la question de la pauvreté, si vous voulez, et de l'inclusion. Pendant longtemps, il y a eu une sorte de consensus incroyable à l'échelle mondiale pour considérer que le prix à payer pour sortir des gens de la pauvreté, c'était de laisser les inégalités augmenter. Et le drame de l'histoire, c'est que ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une réduction massive du nombre de pauvres, de pauvreté absolue dans le monde, notamment en Chine, au prix d'une énorme augmentation, et pas seulement en Chine, hein, au prix d'une énorme augmentation des inégalités. Ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est que ça a un prix qui est même un problème d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'inégalité qui rend les sociétés inefficaces. Et que donc, c'est pour ça d'ailleurs que la réduction des inégalités est désormais un des objectifs du développement durable dans l'agenda 2030, en plus de la réduction de la pauvreté. C'est une évolution du mindset mondial extrêmement importante. Donc, pour revenir à votre question, si on considère que la justice, c'est justement d'éviter les inégalités et pas seulement de réduire la pauvreté, ça veut dire que quand on prend des mesures de régulation et notamment de taxation d'une façon ou d'une autre pour faciliter la transition écologique, ça veut dire qu'il ne faut pas agir de façon proportionnelle et qu'il faut agir avec un souci de progressivité. Donc, ça veut dire, par exemple, pour ce cas technique, qu'il y a moyen de mettre en place une taxe carbone avec une redistribution des revenus perçus par l'État au profit de ceux qui en ont le plus besoin, en gros, des plus pauvres, des déciles inférieurs, etc. À l'époque, moi j'étais jusqu'au début de l'année dernière le président d'un think tank qui s'appelle l'Institut de l'économie pour le climat, qui a fait une note avec Terra Nova là-dessus sur le moyen de refaire une taxe carbone très redistributive. Et en expliquant en plus ce qu'on fait, outre la redistribution, en expliquant très clairement à la population ce qu'on fait avec les revenus perçus par l'État et comment on les réinvestit dans des investissements verts, publics. Il y a des exemples dans le monde qui ont pas mal marché. Si vous voulez. La Suède a réussi à mettre en place une taxe carbone avec un modèle qui a consisté à la substituer à des taxes existantes. La Colombie-Britannique au Canada a mis en place un système qui est extrêmement populaire parce que notamment il y a une grande transparence sur l'utilisation. Il y a de la redistribution et il y a une grande transparence sur l'usage des fonds. Enfin oui, il y a moyen de le faire. Et on a agi dans ce domaine
de façon extrêmement brutale et assez bureaucratique sur un sujet qui est terriblement sensible. Maintenant, juste une nuance, il n'y avait pas que des pauvres chez les Gilets jaunes, il n'y avait même pas beaucoup de vrais pauvres chez les Gilets jaunes, ce n'est pas exactement cette catégorie sociale qui était concernée, et il y a beaucoup d'exagérations. Il est vrai qu'il y a des populations qui sont dépendantes à l'automobile, mais il y a beaucoup d'exagération dans la dépendance à l'automobile. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à avoir de l'indulgence pour des gens qui considèrent et qui sont prêts à descendre dans la rue et à bloquer les ronds-points parce qu'ils considèrent que c'est une question de liberté fondamentale de pouvoir rouler jusqu'à 90 km/h plutôt que 80, si vous voulez. J'avoue que j'ai du mal là, à comprendre, c'est une des limites à mon optimisme sur l'intelligence humaine, si vous voulez. Je ne comprends pas. Alors que c'est la mesure la plus efficace, la moins chère, la plus évidente, si vous voulez, qu'il y ait autant de crétins qui soient prêts à se mobiliser et aller se battre avec les policiers à ce sujet-là, je ne comprends pas. Non, la taxe carbone, je comprends, mais ça, je ne comprends pas. Si vous voulez, et je me dis, là, on ne va pas y arriver, quoi. Si c'est vraiment ça qu'ils veulent défendre, on ne va pas y arriver. Et pour terminer sur ce point, et pour faire un lien avec un sujet que Grégoire a évoqué, le changement de paradigme, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je crois que sur beaucoup de sujets, je suis même peut-être essentiel. Changement de paradigme, il paraît très, très important. Et on peut l'approcher, bien sûr, on peut l'approcher comme le fait Grégoire, comme d'entre vous le font de façon plurielle. On peut le faire aussi sur l'ordre du bon sens, je veux dire. Et je ne suis pas sûr que le bon sens soit la limite de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien, qui n'émettent pas ou peu de gaz à effet de serre. Vous avez dit la contemplation, mais l'éducation, se promener, s'occuper de ses enfants, prendre soin des autres, tout ça, c'est des choses qui sont absolument essentielles dans la vie, beaucoup plus importantes que d'acheter une plus grosse bagnole ou je ne sais pas quoi, ou une machine plus sophistiquée, ou un smartphone plus sophistiqué, et qui émettent très peu. Et donc, effectivement, c'est vers ce mouvement-là qu'il faut aller. Et si je vous dis ça à propos d'inégalité, c'est parce que je crois beaucoup qu'il y a un des ressorts d'évolution de l'espèce humaine, et pas seulement de l'espèce humaine d'ailleurs, on le voit dans l'éthologie animale que ça existe aussi pour beaucoup d'espèces, c'est le mimétisme. C'est-à-dire, en gros, je désire ce que les autres désirent. Et notamment, je désire ce que les dominants désirent. Et donc, un des sujets fondamentaux, et ça rejoint la question des inégalités, c'est qu'il va falloir, si on veut, il va falloir d'abord que le mode de vie des dominants change. Parce que c'est ça qui surtout. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes qui sont de ce point de vue-là positifs. On se moque beaucoup des bobos. Mais les bobos, ils sont très importants dans l'évolution parce que si vous voulez, ils envoient, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures qui changent de mode de vie dans les pays riches, et ils envoient un signal qui est le fait que le bonheur, ce n'est pas forcément ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire arriver à avoir une piscine à débordement, 3 bagnoles, et de privatiser 200 mètres carrés de villas, je ne sais pas où, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un sujet extrêmement important parce qu'il est évidemment que le mode de vie californien, pourtant la Californie fait beaucoup de choses. Quand je dis californien, hollywoodien, je veux dire, n'est absolument pas possible comme modèle pour l'ensemble de l'humanité. Donc il va falloir être plus sobre, valoriser des choses plus importantes, arrêter de gaspiller, et c'est possible. C'est possible. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, pour vous rejoindre, Grégoire, je pense qu'il faut mobiliser tout pour ça, c'est-à-dire à la fois les forces de la rationalité, les forces du bon sens commun, et puis aussi les forces spirituelles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je suis aussi réaliste là-dessus. Bien sûr, il faut de la loi et de la réglementation. Mais moi, je crois, c'est là où je rejoins aussi le social. Il ne faut pas tout attendre. En France, oui, on a besoin de régulation, on a besoin de choses obligatoires, mais encore une fois, la loi, souvent, elle ne vient ou elle ne peut être vraiment effective que lorsque les choses ont suffisamment maturé pour que ça se passe, si vous voulez. Et donc, il faut qu'il y ait des forces sociales qui poussent à ça. Et pour ça, d'ailleurs, hommage à la jeunesse des pays développés principalement, mais pas seulement celle-là, pour ce qu'elle fait dans ce domaine, quelquefois avec des excès, des choses comme ça, mais bien sûr. Mais le message qu'elle envoie, non seulement aux responsables politiques, quelquefois, en visant un peu trop les responsables politiques et pas assez les responsables économiques, à mon goût, mais c'est très important et ça fait changer le monde. D'autres questions? Guillaume? Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence avec vos témoignages tout à fait
absolument intéressant. Moi, je voulais juste, en vous écoutant, vous mentionnez le dernier livre de Bill Gates qu'il a écrit au mois d'avril et qui est très clair, très intéressant pour nous expliquer comment on peut arriver à la neutralité carbone. Ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il dit que les deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est premièrement ce qu'on construit, donc comment on construit les choses, et on émet du gaz à effet de serre, du CO2, avec de l'acier et du ciment. Et la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la façon dont on produit notre électricité. Et là, pour le coup, sur la partie réduction de la pauvreté, il faut se rendre compte qu'il y a des centaines de millions d'individus sur Terre qui n'ont pas le courant le soir et qui sont incapables de faire ce que nous faisons ce soir. Donc, ça, c'est un éclairage important parce qu'on a toujours, on s'autoflagelle régulièrement en disant on va arrêter de prendre la voiture, tout ça, mais enfin, il faut se focaliser aussi sur ces priorités-là. Et donc, ce que dit Bill Gates, c'est qu'il faut effectivement que toute la technologie, l'innovation technologique se concentre sur la partie émissions de gaz à effet de serre dans la production de l'acier et du ciment. Et là, il y a de la recherche technologique qui est en train de se mettre en route. Et puis, ce qu'il dit aussi, c'est que dans la partie, je ne sais pas si vous l'avez évoqué ce soir, je suis désolé, je suis arrivé très en retard, mais sur tout ce qui peut être écologie intégrale, il explique très bien qu'en fait, si on veut arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, c'est d'agir à tous les niveaux du système, un peu ce que vous indiquiez, Pierre. C'est effectivement la partie innovation, recherche technologique, c'est la partie économique et entreprise, c'est la partie politique aussi, et c'est la partie finance. Donc, c'est vraiment à tous les étages du système qu'il faut intervenir. Et dernière chose, dans son livre, qui est très clair, le dernier chapitre nous dit comment nous pouvons intervenir, nous, en tant que citoyens. Et l'action qu'on peut avoir, c'est effectivement de questionner les responsables politiques qu'on a élus ou qui sont en place, pour les questionner même au niveau de nos villes et de nos communes, pour les questionner régulièrement et remettre en cause leurs investissements en leur demandant s'ils vont dans le bon sens de la réduction des gaz à effet de serre. Voilà ce que je voulais vous apporter. Je vais pas monopoliser les réponses, juste 30 secondes pour dire que Bill Gates, je respecte, notamment pour ce qu'il fait de son argent aujourd'hui. Je veux dire quand même qu'il a mis beaucoup de temps avant de se convertir à la question du climat. C'est relativement récent. Et que troisièmement, il fait partie des gens qui sont franchement techno-optimistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que chez Bill Gates, il n'y a pas cette idée qu'il faut aussi changer les modes de comportement. Typiquement, si que la construction et vous avez dit construction et énergie, électricité, c'est parce qu'il doit considérer que la question des déplacements est déjà réglée parce que l'électricité va permettre de traiter les déplacements. Et qu'on va faire du oil to power avec les moteurs électriques, etc. Parce que sinon, aujourd'hui, les déplacements, les transports individuels de matière, etc., représentent une part extrêmement importante. Tiens. Et il ne parle pas de l'alimentation en plus. Donc, et l'agriculture. Et on ne parle pas de l'agriculture, bien sûr. Non, mais s'il dit ça, c'est parce qu'il. Mais si vous voulez, il faut faire attention. Là, je rejoins les positions d'un think tank ami qui s'appelle le Shift Project, que certains d'entre vous doivent bien connaître. Attention, ce n'est pas parce qu'on aura des SUV électriques qu'on aura réglé le problème. Un type qui se déplace tout seul dans un SUV électrique, il est aussi toxique en quelque sorte que ça ne fait pas une très grosse différence avec un SUV thermique avec un moteur performant. Donc, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de ne plus prendre sa bagnole tout seul quand on peut faire autrement, si vous voulez. Et ça, je ne suis pas sûr. Et pas avoir des SUV en ville. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait dans le mindset de M. Bill Gates, si vous voulez. Ben, le problème de Bill Gates, c'est qu'il fait partie des Américains qui ne veulent pas changer le mode de vie américain. Pas que les Américains, il suffit de sortir dans Paris. Combien de fois on voit des voitures? Non, c'est pas les Américains. On va peut-être prendre une autre question. Olivier. Attends, le micro, Olivier, pour que nos amis… Je vais poser une question à Grégoire Cata. Eu égard à sa responsabilité envers la commission famille et société. On est en 2020, l'objectif 2050.
En gros, 30 ans. Il faut qu'on arrive à ces résultats dans 30 ans. Ma question, c'est une question d'éducation. Et vos réflexions dans ce domaine m'intéressent. Un enfant de 10 ans aujourd'hui, ça va être l'acteur qui aura réussi ou non le passage. Donc la question, c'est quelle est votre réflexion dans l'évolution de l'éducation de nos enfants ou de l'enseignement à l'école pour essayer de mettre en œuvre des dominants, comme disait Pierre, pour faire passer ce message. Alors, comme vous dites, hein, je suis directeur du service famille et société. J'ai des gens compétents dans mon service, mais je n'ai pas les notions. Et je ne suis pas le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui aurait certainement des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Donc, très modestement, je crois que c'est dans Laudato Si, le dernier chapitre, ça commence par la question de l'éducation. Et alors, ce qui est très intéressant que le pape dit, c'est que l'éducation, ce n'est pas simplement conscientiser, faire prendre conscience et connaître les chiffres et les données. Et d'une certaine manière, il dit, je ne sais plus exactement de quelle façon, ça finalement, on est déjà assez arrivé, mais maintenant, il faut transformer les comportements. Et du coup, il parle de vertus, les vertus écologiques, etc. Moi, mon sentiment, donc c'est ça l'enjeu de l'éducation, et on voit bien que... Mais moi, mon sentiment, ça serait à discuter, mais vous avez tous, enfin, la plupart d'entre vous, enfin pas tous, hein, mais moi je n'en ai pas, mais des enfants, des petits-enfants, enfin mine de rien, ceux qui nous font avancer aujourd'hui, quoi, c'est quand même bien les enfants, quoi, et les jeunes. Donc je suis pas complètement convaincu, quoi, que après il y a certainement à creuser, quoi, mais qu'il y ait un si gros problème. En fait, c'est quand même eux qui poussent, et donc ça veut dire qu'il y a déjà une éducation qui est faite. Certainement, encore une fois, il y a cette question de ne pas réduire l'éducation à avoir une belle description, quoi, de ce que c'est que le changement climatique et ce vers quoi on voit, et qui est assez déprimant, et c'est aussi toute une question, mais du coup, de se dire il y a une éducation en termes de transformation, et de fait, ça implique quand même, et ça c'est un autre point que dit le pape dans Laudato Si, c'est que nos modes de vie dans les pays occidentaux, quoi, ne sont pas tenables. Donc il faut quand même, de fait, qu'il va falloir qu'on change, il faut qu'on commence, et il y en a déjà qui ont commencé, il faut qu'on change nos modes de vie, quoi. Et d'une certaine manière, dans Laudato Si, le pape va dire, ben, il faut sans doute décroître à certains endroits pour que d'autres puissent continuer à croître. Ben, ça, c'est aussi en complément de la première réponse. C'est évident, quoi, au niveau économique, même si après on peut parler de croissance, comme on disait, ben, la croissance, ce n'est pas que la croissance du PIB, c'est aussi la croissance des relations, de l'amour, etc. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de limite, quoi. Mais n'empêche, voilà, ça pose la question, voilà, des indicateurs qu'on a. Donc voilà, sur l'éducation, après, il faudrait faut interroger des gens plus spécialistes. Mais encore une fois, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le moteur, quoi, pour la transformation et la transformation et la prise de conscience, il vient quand même beaucoup de la jeunesse. Y a-t-il d'autres? Oui, une question là-bas. Bonsoir, merci. Ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Bon, d'abord, j'ai bien aimé quand on a dit changer le mode de vie des dominants. Parce qu'effectivement, demander à des gens en précarité de réduire leur style de vie, je ne vois pas bien comment. Par contre, je pense qu'il y a certaines évolutions qui vont dans le sens de la limitation des gaz à effet de serre et qui peuvent être également bénéfiques pour ces gens plus en précarité. Je vais citer qu'un seul exemple, c'est celui de l'isolement des logements. J'habite personnellement dans une cité, un quartier sensible, où dans les bâtiments où on a fait de l'isolation, on n'a pratiquement plus besoin de monter le radiateur. Donc, les gens font une économie au niveau de leurs dépenses énergétiques et en même temps, on a une diminution des gaz à effet de serre parce que les bâtiments sont moins énergivores. Voilà, donc il y a des choses, la même chose, un vrai développement des transports en commun. Mais là, c'est une question politique.
un vrai développement des transports en commun permettra aux gens qui n'ont pas de voiture de se déplacer plus facilement et en même temps, ça limite les gaz à effet de serre. Donc voilà, chercher ces solutions qui sont gagnant-gagnant à la fois pour le climat et pour la réduction des inégalités. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a des questions peut-être à distance, dans Zoom? Non, encore ici, il y a une question. Laure, le micro, oui. Exemple, mais on constate souvent que ce n'est pas le cas. Quand j'entends un ministre dire l'habitat individuel, c'est pas le bon choix, sûrement, mais quand on s'aperçoit que l'habitat même il ne faut pas que les SUV soient en ville. Je suis parfaitement d'accord. La meilleure solution, c'est évidemment celle développée à Londres ou à Singapour. Et il est hors de question en France de faire ce genre de choix parce que on considérera que seuls les riches pourront rentrer dans la ville et les pauvres resteront au bord. Et troisièmement, sur le développement des transports en commun, je suis parfaitement d'accord avec vous, madame. Simplement, de l'aveu même de grands dirigeants de la SNCF, depuis 30 ans, on a favorisé le TGV pour que les bobos et les dominants puissent aller dans leur maison à l'île Dorée ou à Avignon à Gordes, et ils n'ont pas développé les transports en commun qui sont aussi pourris qu'il y a 30 ans. Juste un mot là-dessus. Par quoi commencer? Je pense qu'il faut. Enfin, regardez, parlons des transports. Bon, oui, madame, vous avez parfaitement raison. Il y a moyen de concilier transition et justice sociale et réduction des inégalités. Vous avez parfaitement raison. La question des transports en commun, c'est une solution qui est extrêmement efficace dans les zones denses. Elle l'est beaucoup moins dans les zones non denses. Là, il faut trouver d'autres solutions, d'autopartage, etc. Outillées par les technologies, c'est tout à fait possible. Je pense que vous allez un peu loin quand vous dites que les transports en commun. Là où vous avez raison, c'est qu'on a favorisé les lignes à grande vitesse c'est moins d'ailleurs sur les transports en commun urbains. On les a favorisés par rapport aux lignes de TER, aux lignes régionales, aux lignes de proximité, etc. Et on s'aperçoit maintenant que ça, il faut le faire et qu'il faut massivement développer le ferroviaire. On refait même on rouvre, j'espère qu'on va les rouvrir systématiquement en Europe dans le cadre du Green Deal, les lignes de nuit pour relier les villes européennes, etc. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas très difficiles ni extrêmement coûteuses à faire. Vous voyez, une LGV, ça coûte très très cher. En revanche, refaire un train de nuit entre Paris et Rome, ça ne coûte pas très très cher, quoi, si vous voulez. Ça change beaucoup de choses parce que ça permet de supprimer pratiquement, en offrant une solution alternative, de supprimer ou de rendre beaucoup plus cher l'accès au transport aérien, etc. Donc voilà, je pense que c'est jouable. Quant à l'interdiction des voitures en ville, mais on y va, mais je pense que maintenant, la question, ce n'est plus la question du péage urbain, c'est tout simplement la question de l'interdiction. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de véhicules thermiques. Maintenant, c'est annoncé dans beaucoup de grandes villes européennes. Je ne sais plus si on sait pour Paris, c'est la ville de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que l'interdiction des voitures thermiques était pour 2035, si je me trompe, quelque chose comme ça, mais c'est 30 ou 35, c'est 35. Vous voyez, maintenant, l'horizon a été… Et ça, c'est très important. Ces annonces à long terme changent les choses de court terme. C'est-à-dire que quand vous dites en 35, il n'y en aura plus, les constructeurs automobiles commencent déjà à changer les chaînes de production maintenant. Ils ont mis du temps avant de le faire. Hein. Ils ont mis beaucoup de temps avant de se décider à le faire. Maintenant, ils commencent. C'est là où la réglementation est importante, même quand c'est pas encore une réglementation, c'est une annonce en quelque sorte. Hein. Même chose sur le logement et sur le fait de dire qu'à telle date, on ne pourra plus louer un logement qui est dans les classes énergétiques les moins efficaces, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont jouables. Quant à la contradiction entre les pratiques de ministres et leurs discours, bon, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce détail. Je crois qu'il ne faut pas cracher sur l'habitat individuel pour autant. D'abord parce que c'est l'habitat de beaucoup de Français. La difficulté, c'est que pas l'habitat individuel en lui-même, c'est l'habitat individuel couplé à l'utilisation de la voiture sur les trajets pendulaires. C'est ça le problème.
Et en plus, avec des effets de dévalorisation pour les intéressés qui vont être très forts sur ces actifs. Moi, ce que je crois profondément aussi, c'est qu'on a probablement un peu trop poussé l'idée qu'une société de propriétaires était un objectif excellent, quoi, en soi. Il fallait absolument que tout le monde soit propriétaire de son logement. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Le résultat, c'est que vous avez une grande partie de la population qui est propriétaire de logements qui n'ont pas de valeur ou qui n'en ont pas, qui sont dans des zones qui sont terriblement mal desservies, etc., qu'on n'arrivera pas à bien desservir. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Je pense qu'un bon système locatif, un pays comme l'Allemagne, par exemple, a une part de propriétaires beaucoup plus faible dans la population et un coût du logement locatif qui est plus faible. En gros, le coût du logement dans le budget des ménages allemands est plus faible que le coût en proportion que le coût du logement dans le budget français. Et c'est en partie du fait qu'il y a beaucoup de locataires, de propriétaires institutionnels. J'ai servi un propriétaire institutionnel pendant très longtemps, qui était la Caisse des dépôts, et je considère que la propriété institutionnelle, pas forcément publique, est une bonne solution pour traiter le logement de masse. Et pas forcément la propriété individuelle, qui est un truc très difficile à gérer, qui pose des tas de problèmes. On va peut-être s'arrêter parce qu'on a dit de 18h à 20h, à moins qu'il y ait une toute dernière question, y compris à distance. Non, bah écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence et puis à remercier les intervenants. Donc voilà, j'espère que vous avez une visibilité plus claire.